Avant de commencer, nous tenions à nous excuser pour la qualité technique de cet épisode. Un imprévu de dernière minute nous oblige à enregistrer dans des conditions inhabituelles. Notre régisseur est malheureusement malade et nous ne disposons pas aujourd'hui du matériel optimal. Nous avons néanmoins fait le choix de maintenir la diffusion, par respect pour notre planning, mais surtout pour honorer la présence des professionnels qui sont avec nous aujourd'hui. Après tout, faire face aux imprévus fait partie de la vie et c'est aussi une belle occasion de rappeler l'importance de l'adaptation. Merci pour votre compréhension et votre écoute. Bonjour, vous écoutez le podcast Parentalité. Pour répondre à vos préoccupations de parents, nous avons eu l'occasion d'aller vous interroger sur différents espaces fréquentés par les familles. Grâce à ces échanges, nous avons pu définir des sujets d'émission. Aujourd'hui, nous abordons la charge mentale, être parent mais pas que. Comment gérer toutes les responsabilités familiales, professionnelles et personnelles sans s'oublier soi-même. Je suis Lucie, référente famille habitant à l'association Passage sur Verrières en Anjou. Je suis Audrey, travailleure sociale à la CAF de Maine-et-Loire. La charge mentale, vous savez, c'est cette impression de devoir penser à tout le temps. Les rendez-vous, les courses, l'école, les activités, la maison. Et en plus, gérer votre propre vie. Exactement. La charge mentale, c'est tout ce que l'on porte dans sa tête en permanence. Ce sont les choses à penser, à anticiper, à organiser, à ne pas oublier. Même quand en dehors, elle peut continuer à tourner dans la tête. Et ce n'est pas toujours visible. Parfois, autour de nous, tout semble calme. Mais à l'intérieur, on ressent du stress, de la fatigue, un sentiment de ne jamais en faire assez. Cela peut peser sur le quotidien, sur la relation avec les enfants, avec le conjoint, et même sur la confiance en soi. Il est important de se dire que ce que vous ressentez est tout à fait normal. La charge mentale touche tous les parents, qu'ils soient seuls ou en couple, à temps plein à la maison ou en emploi. Elle est souvent liée à des attentes sociales et familiales. Elle est aussi renforcée par notre perfectionnisme personnel, cette envie de bien faire, d'être un bon parent, un bon professionnel, un bon partenaire, sans jamais faillir. Dans cet épisode, nous allons entendre les mots des parents qui nous racontent ce qui pèse dans leur quotidien et partager aussi ce qui leur fait du bien. Nous aurons aussi le regard d'Isabelle, de l'EPE 49, merci d'être présente aujourd'hui, et d'une éducatrice spécialisée, Émilie, merci également. Elles nous expliqueront ce qu'est la charge mentale et nous donneront des pistes concrètes pour mieux la gérer et s'accorder du temps pour soi sans culpabiliser. Alors si vous vous sentez parfois submergé par toutes ces responsabilités, vous n'êtes pas seul. Et surtout, il existe des solutions et des ressources pour alléger ce poids au quotidien. Commençons par écouter les mots des parents. Bonjour, je te remercie de ta participation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Nathalie, j'ai 2 filles de 8 et 12 ans et un conjoint sur Saint-Sylvain. Aujourd'hui, on traite le sujet de la charge mentale. Est-ce que tu pourrais me donner une définition justement de la charge mentale, s'il te plaît ? La charge mentale, pour moi, c'est toutes les choses invisibles qu'on doit faire pour notre famille, nos enfants, notre travail et le quotidien, qui n'est pas visible, pas perceptible et qui peut parfois nous empêcher de dormir la nuit. Quand tu dis ça, je me dis, tu te sens concernée par la charge mentale ? C'est bien ça, oui. Dans ton quotidien, du coup, qu'est-ce qui peut être irritant, qu'est-ce qui peut être lourd, qui expliquerait un petit peu cette charge mentale qui pèse ? Le quotidien, les logiciels de nos enfants, il faut aller se connecter tous les jours pour voir les notes, les rendez-vous, les petites alertes. Ça va être les vaccins qu'on doit une fois, ou les rendez-vous une fois par an, mais qu'il faut repenser 6 mois à l'avance, donc par enfant, par personne, par thème. Et puis, ça va être les petites courses qu'on te demande quand tu te laves les dents, quand t'es en train de manger, que t'as pas fait ta liste et qu'il faut que tu gardes en tête jusqu'à temps que tu les notes quelque part pour ne pas les oublier, parce qu'autrement, maman n'est pas gentille. C'est ce que tu utilises, du coup, la to-do list ? Ouais, ma to-do list, maintenant, elle est sur le téléphone, puisqu'on l'a partout, même aux toilettes, maintenant. Oui, la to-do list de la liste de courses et de la to-do list de ce que je dois faire perso ou ce qu'on doit faire en commun. Quand tu dis qu'on doit faire en commun, c'est-à-dire que tu vas déléguer à droite et à gauche ?
Pas forcément. Disons qu'on a un agenda partagé et que dedans, je mets prendre rendez-vous chez le dentiste pour porter l'enfant, prendre rendez-vous pour les vaccins, aller chercher le vaccin, emmener quelqu'un à l'école ou autre. Comme ça, tout le monde a la visu sur tout. Et puis après, on verra bien qui sera disponible ce jour-là. Et ça me fait aussi donc passer à l'autre question qui va être justement qu'est-ce qui est ressources, sur quoi tu peux t'appuyer pour diminuer la charge mentale? Ah bah, le calendrier partagé a été un gros point, puisqu'avant on me disait mais t'as oublié de me le dire. Donc maintenant bah c'est plus possible, tout est marqué. Pareil pour la liste de courses, hein, parce que bah celle qui est au frigo, puis on va faire les courses après le travail, ce n'est plus possible. Donc tout est sur le téléphone et partagé, donc ça aide. Après bah on partage les tâches aussi, hein, puis les enfants commencent à grandir, donc tâches partagées aussi à la maison au quotidien, ce qui permet d'alléger nos charges de parents et puis de pouvoir avoir du temps de qualité ensemble en famille. Merci. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose sur le thème de la charge mentale ou éventuellement laisser un message aux personnes qui nous écoutent? Non, n'hésitez pas à en parler parce qu'au bout d'un moment, la charge fait que des fois on se renferme, on devient colérique et personne ne le comprend. Donc il faut mieux partager ce qu'on ressent que de le laisser pour soi et de passer pour la mauvaise personne aux yeux des gens autour. Super, je te remercie beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Bonjour Thierry. Ma première question, du coup, est-ce que tu peux juste nous donner la composition de ta famille, s'il te plaît? Alors, je suis papa de 3 garçons. Amaury qui a 15 ans, Marius qui a 13 ans et Arthur qui a 10 ans. Donc notre sujet, c'est autour de la charge mentale. Est-ce que tu pourrais commencer par me dire qu'est-ce que c'est pour toi la charge mentale parentale? La charge mentale parentale. J'ai le droit de dire que c'est un truc porté par les mamans. Bon, j'ai le droit de le dire. Après, j'ai une petite vue quand même de ce que ça peut être d'où je suis. Par exemple, je vais parler pour moi. Ça va être toutes les pensées qui vont nous traverser l'esprit en lien avec les enfants. Donc, ça va être souvent leur scolarité, leur quotidien lié au sport. Ça peut être rapidement la santé s'il y a un malade, choses comme ça. C'est quelque chose qui peut venir encombrer. Il va y avoir quand même le quotidien. Des fois, on fait les courses, on se dit mince, tiens, qu'est-ce que je vais acheter, ça, et on pense à eux. En fait, on fait un peu les courses en pensant à eux. Donc tout ça, c'est voilà, c'est à chaque fois qu'une pensée va se raccrocher de près ou de loin à nos enfants. Du coup, ça en fait une charge mentale. Mais par exemple, pour moi, tout ce qui est vestimentaire, c'est pas une charge mentale pour moi, c'est la maman qui s'en occupe. Tu penses que vous avez chacun votre charge mentale, du coup, l'un et l'autre? J'ose espérer qu'on la partage. Voilà. Et qu'ils sont pas sur le même sujet. Voilà. Moi, je connais bien les établissements scolaires, hein, donc, tout ce qui est maintenant qui sont au collège, lycée, peut-être que oui, je gère un peu plus. Mais quand c'est les soldes, c'est pas moi qui gère, quoi. Qu'est-ce qui peut te peser, te stresser dans ce quotidien, du coup? C'est toujours être à bonne distance. Là, maintenant, ils sont ados. L'idée, c'est qu'ils deviennent autonomes, donc qu'ils se séparent un peu naturellement de nous pour préparer l'avenir. Mais pourtant, ils ont besoin de nous. Donc, c'est être présent, mais les laisser à distance quand il faut. Donc, et ça, c'est pas facile à doser, à gérer. Donc, tout est autour de la présence. En fait, Maëlys et moi, on est engagés dans des assos. Et par exemple, on peut manger tous les 5 que 3 fois dans la semaine, quoi. Parce que ils ont des activités sportives, nous aussi, ou théâtre, choses comme ça. Du coup, c'est des fois le sentiment de culpabilité, de se dire waouh, en fait, je suis pas assez présent. Donc c'est pas mal de questionnements pour trouver la juste mesure, la juste distance aussi dans tout ça, quoi. Ouais, on a quand même pas une injonction sociétale, mais presque de devoir penser à soi pour être disponible aux autres. Donc bah oui, nous on veut continuer le sport, on veut continuer les activités pour se sentir bien. Mais du coup, c'est au détriment de notre rôle de parent. C'est important de l'avoir en tête que bah des fois, attends, est-ce que je peux pas en faire un petit peu moins pour moi, tant pis, mais c'est pour mon enfant maintenant. Et donc ça peut peser des fois, de se dire est-ce que je fais le bon choix en nous imposant ce rythme familial là, quoi. Ouais, je comprends. Donc t'arrives quand même par contre à trouver des moments qui te ressourcent et qui te font du bien? Ouais, carrément. Carrément. Alors déjà, on les accompagne au sport le plus possible pour partager. Alors, parce que on aime aussi, c'est une chance, on aime les sports qu'ils font. Du coup, pour partager ça, on trouve que c'est important qu'on soit là. Et puis, on a aussi les temps où on arrive à ralentir. On se pose autour de la table, jeux de société, discussion. On mange quand même ensemble un maximum, même s'il en manque un parce qu'il est à l'entraînement. On mange un maximum ensemble pour discuter. Donc ça, c'est important. Et il y a l'idée de leur dire que bah on n'est pas tout le temps là, mais en même temps ça vous permet de vous responsabiliser. Donc c'est intéressant de les voir grandir et pour pouvoir discuter de ça. Ils ont compris que c'était important de pas juste le lycée ou le collège et la maison. Il y avait une vie à côté et que ça faisait partie de l'équilibre, quoi. Voilà. Et de chacun en plus, quoi. Et de chacun.
Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît? Moi, je suis Delphine, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants, 12 ans et 10 ans. Alors aujourd'hui, on parle de la charge mentale. Est-ce que tu pourrais me donner une définition ou quelques mots qui te font penser à ça? Quand j'entends charge mentale, je dirais c'est l'accumulation de pas mal de choses, pas mal de missions qui vont être attribuées à une seule personne. Tu te sens concerné par la charge mentale? Pas tout le temps, mais ça peut. Ouais, ça peut. Dans le quotidien, qu'est-ce qui pourrait un peu être pesant pour toi ou irritant? C'est l'impression que malgré donc que j'ai mon compagnon, hein, l'impression que c'est moi qui vais tout organiser, agencer, que ce soit au niveau de la vie scolaire, les activités sportives, les différentes tâches ménagères, que tout va tourner autour de moi. Et pour toi, dans le quotidien, qu'est-ce qui peut être ressource pour éviter justement que ça soit trop pesant? Alors justement, donc déjà, le fait que tout le monde participe, que ce soit, mes enfants qui sont jeunes mais qui commencent à grandir, donc de pouvoir, répartir, certaines tâches. Mon compagnon, bien entendu, voilà, rappeler que, on est en couple et que, tout ce qui est, charges diverses et variées, relevant de la famille, voilà, ça s'organise à 2. Et puis également, la famille ou éventuellement, voilà, des amis. Moi, j'entends s'il faut, par exemple, s'organiser au niveau des activités sportives pour faire du covoiturage ou voilà, un maximum, pouvoir «décharger» entre guillemets, sur, d'autres personnes ou alors s'associer à. Super, merci. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur ce thème-là? Je pense que on peut, comme tout à chacun en fait, quel statut qu'on soit ou peu importe en fait, si on a un enfant, 2 ou 3, on peut tous être concernés. Après, voilà, faut pouvoir toujours essayer de mettre en place des ajustements dans sa vie de famille pour pas plonger dans cette charge mentale, mais surtout en fait dans cet épuisement mental et physique possiblement. Du coup, bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu pourrais d'abord me donner la composition de ta famille, s'il te plaît? Donc bonjour, je vis donc avec mon mari et nos 5 enfants qui ont de 3 à 12 ans, donc 3 ans, 7 ans, 5 ans, 10 ans et 12 ans, 3 garçons et 2 filles. On s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. Est-ce que tu pourrais me dire pour toi, qu'est-ce que la charge mentale? C'est un mot qu'on entend beaucoup. En fait, je pense qu'il y a un mot pas mal à la mode. C'est à la mode, mais finalement, je pense que ça a toujours existé. Je crois que la charge mentale, ça fait partie de la vie, quoi. C'est le quotidien et c'est un peu l'arrière-plan de notre to-do list. La petite voix derrière qui met un peu de pression en plus de ce qu'on a à faire dans la vie de tous les jours. Mais malgré tout, c'est quand même sain. C'est un moteur dans la vie de tous les jours. Ça peut m'aider à prioriser dans ma to-do list. La charge mentale, on peut se la mettre soi-même, mais on peut la recevoir de quelqu'un d'autre aussi. Il y a des choses qui nous trottent dans la tête, enfin moi en tout cas, il y a des choses qui me trottent dans la tête depuis longtemps. Je le considère comme une charge mentale parce que souvent c'est des choses soit parce que j'en suis responsable ou parce que ce sont des choses que je n'ai pas faites par manque de temps ou d'énergie. Finalement, ça me reste en tête parce que je voudrais l'accomplir pour moi-même et je ne l'ai pas encore fait. Donc ça devient une charge mentale, ça reste dans mon esprit. Tant que ça reste pensé et pas mis en action, en ce qui me concerne, ça, oui, je trouve ça gênant. Je trouve que ça envahit l'esprit finalement. Moi, avec 5 enfants, j'imagine une to-do list immense et qui se termine jamais, en fait, qui est jamais effacée. Il y a toujours des choses qui s'ajoutent. Alors, on me le dit souvent, ça. On me dit, mais comment tu fais avec 5, c'est multiplié par 5. Oui, mais en fait, ça n'enlève pas le fait qu'une famille qui est d'un enfant, même une personne qui n'a pas d'enfant, en fait, a ses propres responsabilités dans la vie, quoi. À moins de vivre absolument seul sur une île déserte, la charge mentale, on l'a tous. Et même encore, même sur une île déserte, il faut penser à aller pêcher. Et tout ça. Donc oui, c'est multiplié, mais c'est pas tellement la charge mentale qui est multipliée que
le risque de grain de sable dans l'engrenage. C'est-à-dire que si il y a un enfant qui a un problème, qui est malade, évidemment la voiture est au garage ou ceci ou cela, là, ça fait bugger le système. Et là, la charge mentale augmente parce qu'on a d'autres choses à régler que son quotidien. Ce qui peut être plus difficile à intégrer dans le quotidien, c'est tout ce qui me concerne moi. En fait, c'est sûr que là où c'est compliqué, c'est que je me fais naturellement passer après mes enfants, puis même après mon travail et après tout un tas de choses. Donc là, ça peut être dommageable pour moi sur le long terme, quoi. J'en suis tout à fait consciente. Donc il y a des moments où j'essaye de faire plus attention, je me force un peu. Mais par contre, pour ce qui est du stress, moi, ce qui me stresse, c'est tout ce qui touche aux enfants. Donc, leur santé, leur sécurité, c'est vraiment, ouais, ça va être le top de la liste là. Et comme je disais tout à l'heure, le fameux grain de sable dans l'engrenage là, ça c'est hyper stressant parce que tu sais que toutes tes responsabilités augmentent, qu'il y a plein de choses à gérer en même temps, que ça va bugger. J'aime pas le sentiment de pas être suffisamment présente auprès des enfants. Et comme je disais, de pas avoir assez de temps pour moi ou pour mon couple. Mais c'est vrai que on partage la charge mentale. Nous, on la partage. Alors, on n'a pas la même. On la reçoit pas de la même façon. C'est-à-dire que mon mari, lui, il y a certaines choses qui lui passent au-dessus. En fait, il s'en fiche. Si c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas grave. Si on n'a pas répondu à tel ou tel ami, ou si on mange des pâtes ce soir, ou si en fait ça c'est lui, ça va être tout ce qui est administratif, voiture. Alors ça, je suis bien contente qu'il le prenne parce que moi, ça me stresserait de le gérer là. Je suis capable, je l'ai déjà fait, mais je suis pas mécontente qu'il prenne ça en charge. Lui, c'est du long terme en fait. C'est-à-dire que la voiture, il va pas la réviser tous les jours, hein. On est d'accord? Oui. Après, tout ce qui est tâches ménagères et tout, on partage complètement ça. Mais oui, moi, je suis plus affectée que lui au quotidien si les choses n'avancent pas aussi vite que je le voudrais. Et est-ce que toi, tu arrives à trouver des choses qui, quand tu te sens un peu envahi du coup par toutes ces tâches ou ces choses, est-ce qu'il y a des choses qui te ressourcent ou qui te font du bien? Oui. Déléguer les choses, partager les tâches, évidemment et puis, savoir, redonner aussi aux autres, ce qui leur appartient. Responsabiliser nos enfants, par exemple, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses je me mets plus de pression que mon mari sur certaines choses et lui, il me dit régulièrement, «Conséquence naturelle, c'est pas grave. Elle n'a pas ses affaires pour aller en cours, conséquence naturelle, elle aura un mot du prof». Et donc moi, l'année dernière, je compensais, je revérifiais derrière elle, avec elle et cetera. Et là, cette année, j'ai écouté mon mari, je me suis dit: «C'est vrai, il faut que de toute façon, c'est comme ça qu'elle va apprendre». Donc, ce qui m'a aidée, c'est de l'officialiser. C'est-à-dire que j'ai dit au prof: «Je la laisse gérer ses affaires, donc il y aura peut-être des oublis». Donc pour dire, en fait, c'est vrai que c'était une culpabilité de parent. Je me suis dit: je veux pas, passer pour, le parent, en fait, qui s'occupe pas du tout de son enfant». Je veux dire, volontairement, je vais la laisser faire ses erreurs pour qu'elle apprenne. Donc ça me décharge d'une part de choses à faire le soir, la veille au soir ou le matin même parfois. Faut que je prenne du recul et que je me dise: «Est-ce que ceci ou cela est vraiment important?» Et donc d'en parler avec mon mari, d'essayer de me mettre sur son mode relax. Et puis, j'ai des amis aussi, ça fait du bien de s'entourer d'amis, qui n'ont pas les mêmes, rythmes ou qui n'ont pas le même point de vue. Ça aide à relativiser, à se dire: «C'est vrai, peut-être que ça ou ça, c'est finalement, voilà». Parfois, faut prendre du recul, soit avec des amis ou en observant, d'autres, personnes, d'autres familles, d'autres fonctionnements et se dire: «Bah, c'est vrai, pourquoi moi, finalement, ceci ou cela, je suis pas obligée de le faire tous les jours ou je suis pas, Et puis, ce qui m'aide aussi, c'est, ah oui, de me reconnecter, à mes enfants, de prendre du recul aussi et voir qu'ils vont bien, le soir,
aller les voir et puis juste les écouter me raconter leurs histoires d'enfants, se remettre à un niveau d'enfant, voir que nous on voit les choses en grand, on voit les choses sur le long terme, mais eux ils sont dans le quotidien. Donc ça aide à relativiser, à se dire bon en fait ils vont bien, puis ils sont dans leur petite routine de tous les jours, leur petite vie d'enfant et ça m'aide beaucoup. Ça me fait du bien, puis ça me rassure, de me dire que tout va bien. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que pour moi, la charge mentale, elle doit être, gérable pour rester, saine. Si elle devient envahissante, c'est là que ça devient un problème. Ça nous gêne, dans notre fonctionnement quotidien, dans notre bien-être, si ça touche à nos émotions, que ça nous rend, pas bien. Et donc pour qu'elle soit gérable, il faut trier, prioriser et puis aussi, il faut pas être fatigué. Pour le coup, c'est vrai qu'avec 5 enfants, on se l'est bien prise, la fatigue. Donc je pense que ça aide à gérer l'impact de la charge mentale. Faut prendre le temps, oser prendre le temps, oser se prioriser. Super. Merci en tout cas, c'était chouette. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'est un chouette sujet que j'ai hâte d'écouter. Merci aux parents pour ce témoignage. Maintenant, Émilie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Émilie Hamon. Alors, comme vous l'avez dit, je suis éducatrice spécialisée et j'accompagne des familles aujourd'hui sur un cabinet sur Angers qui s'appelle Famille et moi, où je reçois des familles, des couples, des parents qui, à un moment donné dans leur parcours, se retrouvent en difficulté dans les relations ou dans l'éducation pour les parents. J'accompagne aussi du côté de la thérapie familiale. Et à côté de ça, je fais d'autres choses, je fais de la formation pour les professionnels et j'accompagne aussi des travailleurs sociaux et médico-sociaux à réfléchir autour de leurs pratiques professionnelles. Merci beaucoup. Isabelle, est-ce que tu peux également te présenter ? Bonjour à tous, donc Isabelle Jardin-Riberger, je travaille à l'école des parents et des éducateurs de Maine-et-Loire. C'est une association départementale qui a 2 missions principales, le soutien à la parentalité et est centre de formation pour les professionnels. Et dans le soutien à la parentalité, il est notamment question de charge mentale dans les points écoute parents, qui sont des rendez-vous avec des psychologues pour décharger un peu des situations et prendre un peu de recul sur les difficultés familiales. Merci. Du coup, je vais poser la première question pour Émilie. Émilie, est-ce que tu peux donner une définition de la charge mentale, s'il te plaît ? Comment elle se manifeste ? De quoi on parle finalement ? Oui, alors j'ai envie de revenir sur la définition des parents parce que en fait ils ont déjà dit beaucoup de choses. Voilà, avec l'idée que la charge mentale dans la parentalité, c'est tout le travail invisible qui est dans la tête, qui est constant de gestion, d'organisation, de planification du foyer. Alors c'est pas tant l'action de faire, je sais pas, laver le biberon, inscrire au sport, etc., mais plutôt le fait de devoir y penser. Moi, j'aime bien prendre l'image du logiciel de gestion qui tourne un peu toujours en arrière-plan dans le cerveau, 24 heures sur 24 parfois, comme ça a été dit aussi par certains parents, avec un peu 3 grandes fonctions, quoi. Anticiper, organiser, et puis être en veille. Avec aussi le fait que c'est en lien, j'ai envie d'ajouter, avec un peu les différents stresseurs qui viennent aussi s'inviter dans la parentalité. Donc il y a la charge mentale, mais il y a aussi toute cette partie-là, avec le fait que de devenir parent, c'est rencontrer aussi des nouveaux défis, des nouveaux stresseurs, et ce parfois même avant la naissance. Quand je parle de stresseurs, je parle de tout ce qui est autour de la transition vers la parentalité déjà, toutes les questions, les peurs avant la naissance, les projets, les modifications que ça va entraîner après la naissance. Tout ce qui est aussi lié à un peu la prise de conscience de tout ce qui pourrait arriver aux enfants, tous les projets que les parents peuvent avoir pour eux. S'ajoutent aussi tous les stresseurs qui sont liés au fait que les enfants ils sont immatures, donc il faut penser en permanence, plus ils sont petits et plus c'est le parent qui doit penser à combler leurs besoins vitaux, gérer aussi, accompagner toute la partie émotionnelle, leurs oublis, leurs tracas, les disputes avec les copains, les copines, etc. Avec les ados, ça a été dit aussi sur la question de la distance, faire avec les sautes d'humeur, les comportements à risque, etc. Les stresseurs aussi qui sont liés aux exigences que les parents se mettent. Voilà, ça a pu être dit aussi au démarrage sur toutes les injonctions, le perfectionnisme aussi de chacun. Et puis enfin, les stresseurs qui sont parfois plus spécifiques à une difficulté particulière rencontrée par un enfant, comme une maladie ou un handicap. Sur le
un peu comment ça se manifeste. Ça a été dit, la to-do list, mais la to-do list qui est dans la tête, voilà, avec à n'importe quel moment de la journée, faut que j'aille acheter ci, faut que j'aille acheter ça. Ah mais qu'est-ce qu'on mange ce soir, la fameuse question. Le fait aussi qu'il faut toujours anticiper. Alors si je repars des courses, ce soir je vais faire, je sais pas moi, des pâtes avec du jambon. Ah oui mais il y a pas de jambon, faut que j'aille acheter du jambon. Ah oui mais du coup ce soir faut quand même que j'aille chercher mon enfant à la crèche. Ah oui mais le mardi ça ferme plus tôt. Enfin voilà, c'est tout ce qui se passe dans la tête en permanence et qui peut amener à avoir du mal parfois à se concentrer sur d'autres choses. Ça a été dit aussi tout à l'heure par Delphine. Dans la charge mentale, on retrouve aussi un peu le rôle de chef de projet, de devoir déléguer. Mais c'est-à-dire que c'est quand même la même personne qui potentiellement y pense. Et devoir dire au conjoint, à la conjointe, qu'est-ce qu'il faut faire, quand, comment, ou aux enfants aussi. Mais c'est quand même toujours la même personne qui y pense. Et puis, j'ajouterais la question du poids des décisions, parce que finalement, dans la charge mentale, il y a un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des mini-décisions à prendre tout au long de la journée. Juste la question de qu'est-ce qu'on mange ce soir, ça n'empêche que c'est une mini-décision. Comment on va s'habiller demain, quel temps il va faire, etc. Voilà. Donc ça fait partie aussi de la charge mentale. Merci Émilie pour cette complète définition. Fort intéressante, merci beaucoup. Du coup, ça me fait penser, la charge mentale, finalement, elle existe quand on est investi dans notre mission de parent, parce qu'on est soucieux de l'intérêt de nos enfants. Donc ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Peut-être que finalement, on se pose souvent la question pourquoi je n'y arrive pas ou pourquoi je me sens submergée, mais qu'on pourrait la formuler autrement. Peut-être qu'on pourrait se dire pourquoi je fais autant en tant que parent et comment je peux faire autrement pour gagner en équilibre. Donc là, on parle de charge mentale. On entend aussi la notion de surcharge et on entend également parler de burn-out parental. Ça m'amène à une seconde question qui est quelle est la différence entre la charge mentale et le burn-out parental ? Alors, la différence entre les deux, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur tous les stresseurs là qui viennent s'inviter quand on est parent et sur la question de la charge mentale. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ça, la majorité des parents s'en sortent plutôt bien et ne vont pas du côté du burn-out parental, parce qu'il est nécessaire de différencier ce qu'on appelle le stress parental ordinaire. C'est-à-dire ça fait partie du rôle de parent, ça fait partie aussi de l'engagement, de responsabilité, qu'on y est plus ou moins préparé. Mais qu'en tout cas, tout ce dont je vous ai parlé là tout à l'heure dans les stresseurs et la définition, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont pas non plus présents tous les jours, en même temps. Et bien évidemment, il y a tous les éléments positifs qui viennent contrebalancer. Voilà, c'est-à-dire que d'être parent, ce n'est pas que la charge mentale et ce n'est pas que des éléments de stress. C'est aussi toutes les émotions positives qui sont associées au fait d'être parent, tous les moments de qualité qui sont passés avec les enfants, toutes les ressources aussi dont on dispose, le deuxième parent, les proches, des activités qui nous ressourcent, notre personnalité aussi. Et je dirais que tant que la balance elle est en équilibre entre ce qui ressource et ce qui vient justement plutôt stresser ou en tout cas limiter un peu dans le rôle de parent, tant que c'est à l'équilibre, le parent y résiste. Quand à un moment donné la balance elle bascule plutôt vers les ressources, le parent il est plutôt dans l'épanouissement parental. Et quand ça balance plutôt du côté des stresseurs, là c'est un peu plutôt la voie vers le burn-out parental, avec un peu cette deuxième étape qui pourrait être le stress parental intense ou chronique, où parfois le parent ou l'enfant va rencontrer une situation un peu exceptionnelle qui va venir augmenter en fait le niveau de stress, le niveau de charge mentale, par exemple un accident, un changement, un déménagement, une période de rentrée scolaire, un dossier à monter pour la reconnaissance de handicap, enfin voilà, tous ces éléments de la vie qui vont faire qu'à un moment donné, quand même la balance elle va se déséquilibrer et que le parent, s'il y a des ressources qui sont là au bon moment ou que la situation ne dure pas trop longtemps dans le temps, cette balance elle va se rééquilibrer, revenir à son point d'équilibre. Et a priori, le glissement vers le burn-out parental, il va plutôt être évité, ce qui n'empêchera pas la fatigue parentale derrière. Là où il y a plutôt une direction vers le burn-out parental, c'est quand cette balance elle reste déséquilibrée trop longtemps, trop fort, trop vite, et qu'il n'y a plus assez de ressources mobilisables en fait pour compenser ce qui vient prendre de l'énergie autant physique que psychique aux parents. Ça crée un déséquilibre important, et plus c'est prolongé, et plus là, pour le coup, c'est le point de départ vers le burn-out parental. Merci beaucoup.
Donc Émilie, voilà, de ce que j'entends, c'est surtout cet équilibre dans la balance entre les stresseurs et les ressources, de rester vigilant à ce que les ressources soient toujours présentes. Donc voilà, merci en tout cas pour cet éclairage. Isabelle, du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les impacts que cette charge mentale peut avoir sur le bien-être des parents et des enfants? Alors juste pour revenir à ce qui vient de se dire, il me semble que à un moment donné, il y a une graduation de charge mentale à burn-out parental et qu'on parle de charge mentale épuisement à burn-out parental. Et burn-out parental, c'est quand on perd de l'empathie pour nos enfants. Quand vous les supportez plus, c'est qu'il est déjà bien temps de regarder un peu tout ça. Et avant ça, de regarder ce qui vous épuise dans le quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la fatigue est intense à gérer le quotidien des enfants? Qu'est-ce qui fait qu'on y pense toute la nuit? Qu'est-ce qui fait qu'on reproche à son compagnon de pas faire assez? Qu'est-ce qui fait que on se sent débordé régulièrement, en permanence, on se dit j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai ça encore à penser, ça m'énerve, j'ai pas de temps pour moi, des choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment le mode pilotage automatique qui est à regarder, et des fois c'est vraiment pas évident de le regarder. Et puis pour les enfants aussi, ils se rendent compte que leur parent est quand même un peu moins disponible, ou un peu plus énervé, ou en tout cas moins dans le jeu, moins dans la présence. Et voilà, les enfants peuvent réagir à ça, peuvent venir chercher le parent. Et le parent se dit encore plus qu'il est dans quelque chose de difficile, alors qu'en fait, c'est juste un symptôme de ce qui peut être, à un moment donné, chargé pour tout le monde. Merci Isabelle. Merci Isabelle pour cet éclairage. Effectivement, c'est vrai que quand on parle de charge mentale, on pense tout de suite stress, anxiété, fatigue, troubles du sommeil, ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'impact, il est pas que individuel, il est collectif. L'impact, il est bien présent sur le système relationnel. La charge mentale, elle peut avoir des impacts sur la relation avec son conjoint par l'intermédiaire de colère silencieuse. Elle peut aussi avoir un impact dans la relation avec ses enfants. Comme tu dis, les enfants, ce sont des éponges, ils ressentent nos émotions. Donc c'est important de pouvoir nommer la charge mentale, et ce n'est pas l'accuser, c'est plutôt de reconnaître. C'est ce qu'on disait au début, de reconnaître que de penser, anticiper, organiser, c'est du travail invisible, et de le nommer, c'est de pouvoir aller vers quelque chose de plus équilibré. Émilie, est-ce que la charge mentale, elle est différente en fonction de la composition de la famille? Alors, moi j'ai envie de répondre oui et non. Parce que en couple, le trop-plein, j'ai dire, de charge mentale, il peut être relié à un problème de répartition, de communication dans le couple, avec toutes les questions que vous avez soulevées aussi, de pourquoi aussi moi j'en fais autant, pourquoi l'autre en fait pas, enfin, avec la question de la place de l'un et l'autre. Chez le parent solo, par exemple, elle change de nature, c'est-à-dire qu'elle devient charge mentale totale, avec une absence de relais cognitif, c'est-à-dire que c'est pas possible de transmettre la charge mentale de quelqu'un à quelqu'un. Que en couple, même si la répartition elle est inégale, on peut quand même techniquement dire à l'autre j'en peux plus, prends le relais, j'ai besoin que ce soit toi qui intervienne. Ça veut pas dire non plus que l'autre parent va prendre le relais réellement, ou que le parent qui a demandé va réussir à lâcher prise, mais au moins il y a cette possibilité de demander un petit coup de main. En tant que parent solo, ce filet de sécurité, dans le quotidien, il est pas là, sauf à avoir des ressources extérieures, bien sûr. Si vous oubliez de racheter du lait, il y a personne qui va y penser à votre place. Donc ça amène quand même une hypervigilance constante, sans pause possible. Et l'hypervigilance, ça peut amener à de l'épuisement, puisque là, le cerveau, il ne se repose pas. On y retrouve, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait d'avoir des micro-décisions à prendre. Là, finalement, le parent solo, si en plus il est seul détenteur de l'autorité parentale, c'est lui qui va décider de l'ensemble des questions qui vont se poser à lui en tant que parent. Et il va falloir qu'il jongle, lui, tout seul en permanence entre sa casquette de parent, sa casquette professionnelle, et que si à un moment donné il est submergé par l'un ou l'autre, c'est quand même compliqué, parfois plus difficile de différencier les deux. Mais je dis aussi non, parce que si on écoute les parents solos, ce qu'ils disent aussi des fois, c'est que finalement, d'être tout seul, c'est pas plus mal, parce que au moins ils ont plus à être dans ce rôle de chef de projet, c'est-à-dire que c'est eux qui pensent, qui font à leur manière, et au moins des disputes qu'il peut y avoir aussi autour de la question de la manière dont chacun l'a fait, ça n'existe pas. Donc voilà, il y a des choses qui pèsent plus lourd, mais d'autres qui pèsent aussi peut-être moins lourd. D'où ma réponse un peu entre les deux de oui ou non.
Donc merci pour cette réponse du coup un peu nuancée. Voilà, en effet, les charges sont différentes. La communication est différente que on l'entendait aussi dans les témoignages de parents. En effet, quand il y a un conjoint qui est présent, c'est comment on se répartit les tâches, quelle communication on a autour de toute cette to-do list qui peut s'allonger et parfois être interminable. Donc la communication reste essentielle et les ressources autour, à la fois qu'on soit en couple ou parents solo, sont vraiment nécessaires et importantes. Je continuerai avec une autre question du coup pour toi Isabelle. Quelle stratégie, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant que parent pour essayer, en tout cas, d'aider à réduire cette charge mentale? Déjà, peut-être la première chose, c'est de s'en rendre compte. Rendre visible l'invisible, c'est-à-dire rendre visible tout ce qu'on a à penser, tout ce qu'on a à faire dans la journée, et le partager. Rendre visible tout ce qu'on a à penser, c'est... par exemple, c'est la rentrée scolaire, on n'a pas juste à acheter un cartable, faut penser aux fournitures, faut vérifier que les baskets de sport sont la bonne taille, faut trier les vêtements, voir s'il y a le vêtement qui va pour, pour prendre le car, etc., etc. Et réfléchir à toute l'organisation, c'est de poser les choses, en fait. Qu'est-ce qui est fort dans ma tête et qu'est-ce qui prend le plus de place dans ma tête? C'est être honnête avec soi en se disant, est-ce que c'est essentiel, finalement, ce qu'il y a dans ma tête, ou est-ce que je me mets la pression, Donc vraiment définir ce qui est stresseur, comme disait Émilie, mais aussi ce qui est une exigence. Et qu'est-ce qu'on peut réduire dans le stresseur, et qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut prendre appui dans ses ressources. Merci beaucoup Isabelle. En effet, dans cette to-do list, il y a sûrement des choses qu'on peut prioriser en tant que parent, et il est sûrement important de se demander, mais est-ce que c'est nécessaire, important, en fonction des exigences, on le disait, mais personnelles de chacun, la charge, ou en tout cas, la place dans cette to-do list n'est pas la même pour toutes et tous. Merci en tout cas. Émilie, encore une question pour toi. Comment pouvons-nous accompagner les familles dans l'organisation du quotidien ? Alors déjà juste pour ça, je rejoins complètement ce qu'a dit Isabelle, c'est-à-dire que la première question, c'est de pouvoir se rendre compte que la charge mentale, elle est là et parfois qu'elle prend trop de place. La deuxième, c'est d'avoir envie qu'il y ait des choses qui changent, parce que on n'a pas tous envie que la charge mentale elle diminue. Voilà. Je rejoins aussi ce qu'a dit Isabelle sur le fait de rendre visible l'invisible. Moi, j'ai envie de dire de sortir les informations du cerveau. Voilà. Avec tout à l'heure Nathalie qui a parlé du calendrier partagé. Voilà. Qui peut être, pourquoi pas, une application, de faire des listes de courses communes, de avoir une espèce de centre de commande, je sais pas, moi, un bac par exemple, où on met tous les papiers, toutes les choses qu'il y a à faire pour que en tout cas tout ce qui est du côté de la charge mentale, elle soit remise un peu au pot commun. Ce qui n'enlève pas après qu'il y a des choses à travailler dans la relation, bien évidemment, et dans la communication, puisque le calendrier partagé, ça fait pas tout quand même. Dans les choses pratico-pratiques qu'il est possible de faire aussi, c'est de réduire un peu toutes les micro-décisions. Donc, ça peut être le fait de faire des menus types, construire par exemple un petit carnet avec plein d'idées de repas qui sont remplis au fur et à mesure. Comme ça, quand on sait pas quoi manger, on regarde ce petit carnet et puis on y pioche des idées. Ça peut être aussi de mettre en place un petit rituel du soir, c'est-à-dire que pendant 10 minutes au moins on prépare tout ce qu'il y a à faire pour le lendemain. Les vêtements, les cartables, j'en sais pas moi, les thermos, le repas, etc. Comme ça, le lendemain matin, normalement, il n'y a plus rien ou plus grand chose à penser, si ce n'est l'adaptation, bien évidemment. Et puis, de travailler peut-être sur la redéfinition de la répartition dans les couples. Voilà. Merci Émilie. Alors, je vais essayer de résumer. En gros, l'étape numéro 1, ça serait déjà de réussir à nommer ce qui pèse dans le quotidien. Ensuite, d'externaliser la to-do list, de pouvoir un petit peu noter toutes les tâches. Ça libère un peu l'esprit. Après, chacun son outil. Ce que j'entends aussi, c'est de pouvoir répartir les rôles de chacun. Qui fait quoi? Et derrière ça, j'entends qu'on travaille un petit peu le lâcher-prise, où on accepte que ce soit fait différemment. Et ça, c'est pas facile. C'est un autre sujet. Fort intéressant. Je veux bien 2-3 conseils. Et quand je dis qui fait quoi, j'entends le conjoint, le coparent, la personne ressource, mais c'est aussi les enfants, les responsabiliser aussi dans leurs tâches adaptées à leur âge. Et notre rôle, nous, en tant que professionnels, parfois, c'est d'accompagner à restaurer justement ce dialogue et à prendre de la distance sur le fait que ça soit fait autrement. Maintenant, du coup, on a une question pour toi, Isabelle. On parlait justement de cette organisation dans le couple. Quels conseils
aurais-tu pour organiser cette coparentalité et répartir justement les responsabilités? Alors, il n'y a pas de recette magique, des conseils, il y en a plein. L'idée, c'est de se mettre d'accord sur c'est quoi qui est en charge et où est-ce qu'on peut déléguer et à qui, au conjoint ou à quelqu'un d'autre. Et de pas nier la charge de l'autre non plus, parce qu'en fait, souvent, on se rend compte, en tout cas à l'EPE, c'est ce qu'on entend, que on a tous des charges mentales, mais c'est pas exactement les mêmes, quoi. Et des fois, voilà, elles sont pas forcément à nier, c'est sûr que c'est pas la même priorité que ce qu'on se donne tous, mais tout le monde a le cerveau qui fonctionne et qui tourne. Donc l'idée, c'est de partager au maximum pour se défaire, baisser l'exigence, on l'a déjà dit. Et dans le partager, il y a un piège qui est mieux d'éviter. Plutôt que de dire dis-moi ce que j'ai à faire pour te décharger, c'est déjà en fait d'imposer à l'autre une charge mentale d'y penser pour l'autre, dans le principe. Donc c'est vraiment quand on prend la charge pour soulager le conjoint ou pour soulager l'enfant ou inversement, peu importe, c'est de prendre la charge déjà d'y penser et pas juste de faire et d'exécuter une charge qui appartenait à l'autre, parce que y penser c'est déjà énorme. Merci beaucoup. Donc oui, en effet, c'est de pouvoir encore une fois, je vais revenir sur ce mot, mais communiquer sur les tâches et les différentes responsabilités, ce qui nous trotte en fait dans la tête, toutes ces choses, et puis d'avoir une vraie présence en se disant dis-moi ce que j'ai à faire, non, mais de vraiment faire et de penser aussi ces choses à faire. C'est quelque chose qui n'est pas facile et qui se fait, je pense, petit à petit quand on souhaite que ça change en tout cas, mais c'est aussi important quand on sent l'autre peut-être un peu chargé de pouvoir être présent. J'ai un exemple pour... C'était en fait on a reçu une famille séparée, un couple de parents séparés. Donc la maman exprimait qu'elle avait une charge mentale énorme du fait de gérer les quotidiens des enfants qui étaient en garde régulière chez elle. Donc elle devait penser au cartable, au sport, etc., etc. Et le papa lui disait mais en fait moi, comme je les ai peu, je dois penser aux activités parce que je veux du temps tellement qualitatif avec mes enfants que pendant 15 jours je pense qu'à bien organiser le week-end. Et en même temps bien organiser mais pas les rendre trop fatigués pour qu'ils rentrent chez leur mère. Donc du coup c'est voilà, en fait tout le monde a une charge mentale. Après chacun a des degrés différents et des endroits différents. Oui, donc en effet, c'est aussi reconnaître cette charge mentale, savoir remercier l'autre pour ce qu'il fait aussi. Parfois juste un merci ou j'ai vu que tu as fait ça fait parfois juste du bien. Merci beaucoup. Une dernière question, est-ce que vous pourriez nous citer des lieux ou des ressources pour soutenir les parents, l'une, l'autre Vous avez sûrement des petites choses dans votre besace. Alors il y a beaucoup de choses pour soutenir les parents. Il y a tout ce que vous pouvez faire pour vous-même déjà et qui vous ferait plaisir. Parce qu'en fait, des fois, juste lire un livre nous fait plaisir, ou juste faire rien fait plaisir. Et puis après, sur le département du Maine-et-Loire, notamment, il y a un réseau parentalité, donc le réseau Parents 49, qui a un site internet. C'est un réseau qui est porté par la CAF et les fédérations des centres sociaux. Il y a plein d'informations sur les différentes structures et les différentes activités à faire en famille, entre parents, etc. Donc dessus, vous trouvez les points écoute parents, mais aussi tous les référents en famille des centres sociaux, les maisons de quartier, les lieux d'accueil enfants-parents où on peut souffler. Il suffit peut-être des fois juste de pousser une petite porte pour se sentir soulagé, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve que c'est très important en fait ce que tu viens de dire, Isabelle, c'est-à-dire de pousser déjà une première porte, que c'est là que ça se passe. Juste, j'ai envie d'ajouter la maison des ados. Voilà, pour les parents d'adolescents, et puis les maisons départementales des solidarités aussi, et puis bien sûr le PE, voilà, avec la présence d'Isabelle. Il y a aussi des livres, des BD qui parlent du sujet, je pense à Fallait demander d'Emma par exemple, mais des livres aussi plus théoriques sur le burn-out parental, comme celui qui s'appelle d'ailleurs Le burn-out parental d'Isabelle Roskam et de Moira Mikolajczak. J'espère que je n'écorche pas son nom parce qu'il est difficile à dire. Mais en tout cas, en effet, de pousser la porte et puis d'accepter de prendre un peu soin de soi aussi dans cette parentalité. Merci, et je rajouterai en même temps, je trouve que les espaces proposés par l'association Passage, notamment les groupes d'échange de parents une fois par mois le mercredi soir, permettent aussi, alors à la fois d'être dans l'échange, donc de déposer ce qu'on a besoin de déposer, et on travaille aussi sur cette charge mentale. Par exemple, on avait créé un petit bingo, de se dire tiens, dans mon bingo du mois, qu'est-ce que je mets qui va me ressourcer, qui va me faire du bien? Alors ça peut être juste boire un thé en terrasse, ça peut être en effet lire un livre, enfin des petites choses comme ça où on se dit tiens, on essaye de cocher aussi les choses qui nous font du bien sans s'oublier dans toute cette charge mentale. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas les filles pour votre intervention, pour ces échanges et ce partage d'expériences.
La prochaine émission sera diffusée le 27 avril. Nous aborderons un autre sujet, grandir avec ses émotions. Ça fait un peu la suite, hein. Nous verrons comment accompagner les enfants pour qu'ils comprennent et expriment ce qu'ils ressentent et comment les soutenir dans leur développement émotionnel. Nous verrons que la gestion des émotions n'a pas d'âge. Merci pour votre écoute. À tout bientôt dans cette belle aventure. Une production Parole et compagnie.